J'avais 70 ans quand j'ai trouvé la lettre qui a bouleversé ma vie. Je rangeais le grenier de ma maison à Asheville, en Caroline du Nord, après un long hiver. Un coffre en cèdre, hérité de ma mère, sentait encore le bois ancien et la lavande oubliée. Tout au fond, une enveloppe jaunie, avec mon nom écrit à l'encre, Eleanor Whittaker. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes et la première phrase m'a transpercée, « Votre fille n'est pas morte. » Je suis Eleanor, mais presque tout le monde m'appelle Nora depuis mes 18 ans. J'ai grandi à Dayton, Ohio, dans cette Amérique de 1969 qui sentait l'essence et les promesses. J'avais un petit ami aux yeux doux, Daniel Hart, et une guitare que je jouais dans les caves de l'université. Je suis tombée enceinte en septembre, quand les feuilles devenaient cuivre et que la ville bruissait de rumeurs. Ma mère m'a envoyée dans une maison pour jeunes filles, et le monde s'est rétréci à une chambre aux fenêtres hautes. Là-bas, le silence avait des règles et des horaires, et l'avenir se réduisait à des formulaires tamponnés. On me disait que c'était, pour mon bien, que je pourrais avancer sans tâche. Je priais chaque nuit, la main sur mon ventre, imaginant un berceau près du mien. Le jour venu, on m'a dit que le bébé n'avait pas pleuré, que Dieu l'avait repris. J'ai signé des papiers que je ne pouvais pas lire, aveuglé par les larmes et la peur. Je suis rentré chez moi avec un vide que personne n'a voulu nommer. Les gens ont affiché des sourires polis et n'ont jamais mentionné le sujet. Daniel a été appelé sous les drapeaux et est parti, j'ai cessé de répondre à l'appel de la musique et de la foi. Des années plus tard, j'ai épousé Jacques, un homme bon, et j'ai appris à cuisiner pour occuper mon esprit. Mais le son d'un cri que je n'ai jamais entendu a hanté mes décennies comme un fantôme. La lettre était signée « E. Génigne, infirmière ». Le cachet indiquait « Providence, R.I., 1971 », comme si le passé avait essayé de me rejoindre et avait échoué. Le texte était direct, comme un pardon demandé trop tard. Je n'ai pas pu me taire en voyant ce qu'on vous a fait. Votre bébé a été adopté sans votre consentement. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds fatigués. Chaque portrait de ma jeunesse semblait désormais penché, exigeant d'être redressé. Ma mère avait gardé cette lettre toute sa vie sans jamais m'en dire un mot. Ce coffre était à la fois un sanctuaire et une trahison, un autel et un crime domestique. J'ai fermé les yeux et pensé, qui serais-je devenu si on m'avait laissé choisir ? En bas de la lettre, un nom, MC Alisté. Une date, 12 juin 1970, Cleveland, Ohio. Un indice, dossier 7B Maplewood Maternity Home. C'était peu, mais suffisant pour rallumer une vieille flamme d'espérance. Je savais que cette nuit-là ne finirait pas tant que je n'en saurais pas plus. J'ai attrapé le téléphone et appelé ma voisine, Maya, une professeure d'histoire de 32 ans. Elle m'apportait toujours des tartes aux pommes et parlait de ses grands-mères avec des étoiles dans les yeux. Je lui ai tout raconté, moitié sanglot, moitié courage retrouvé. Maya m'a pris la main et m'a dit, « Nous allons chercher ensemble, Nora. » Et alors la question que je retenais a jailli, et si elle était vivante, et proche ? J'ai glissé la lettre dans un livre à couverture bleue, Their Eyes Were Watching God. Entre ces pages, le papier ancien semblait plus jeune que moi. L'horloge a sonné minuit et la maison a craqué comme un vieux navire en mer. J'ai pensé à Daniel, à la guitare, à la musique interrompue. J'ai pensé à ma mère, et à ce que la culpabilité fait à ceux qui aiment mal. Par la fenêtre, la rue calme d'Asheville brillait sous les lampadaires orangés. L'Amérique dormait, pas mon passé. J'ai fait bouillir de l'eau et préparé un thé comme on prépare un rituel. J'ai respiré profondément et murmuré le mot que je venais de retrouver. Fille. Le mot brûlait, mais allumait une promesse que je n'allais plus trahir. Le lendemain, Maya est venue avec son ordinateur portable, un cahier et un stylo violet. Le soleil traversait la cuisine, dessinant des lignes chaudes sur le plancher en bois. L'odeur du café fraîchement filtré et du pain de maïs m'a ramené à moi-même. Nous avons cherché, Maplewood Maternity Home Cleveland 1970, et une liste glaciale est apparue. Des adoptions fermées, des identités effacées, des dossiers manquants, j'ai frissonné. Je suis allé à la bibliothèque publique, la même où Jacques et moi empruntions des polars le samedi. La bibliothécaire, Claire, a vu mon tremblement avant même que je parle. Elle nous a conduites au secteur des microfilms et archives historiques. Le bruit de la machine roulante sonnait comme une horloge à l'envers.
Je lisais des noms, et chacun semblait frôler ma peau. L'après-midi, nous avons trouvé un article ancien sur une maison pour jeunes filles de l'Ohio. On y parlait de pasteurs, d'assistantes sociales, d'avocats retraités. Les années 60 et 70 dessinées comme une carte du silence. Dans un coin de page, un numéro de boîte pour les archives d'État. J'ai noté au stylo violet, boîte 7BSA. Nous avons commencé à appeler des bureaux qui n'ouvraient que de 10h à 14h. Une certaine Denise, des archives d'État, essayait d'être aimable dans sa routine pressée. Je ne promets rien, madame, mais il existe des fiches avec des codes similaires. Elle a demandé des formulaires, des signatures, des preuves rongées par le temps. J'ai tout noté soigneusement, comme une prière copiée. Le soir, je me suis assise sur le porche, laissant la brise des Blue Ridge me caresser. L'odeur de pain et de terre humide murmurait ce que j'avais besoin d'entendre. Tu as tenu 55 ans, tiens encore un peu. J'ai fermé les yeux et répété, MC Alisté, jusqu'à ce que ce nom se fonde dans ma bouche. De l'autre côté du silence, quelque chose bougeait, comme des pas dans un couloir. 2 jours plus tard, Denise a envoyé un email avec une pièce jointe. Un registre pâle, caviardé, mais la date, le lieu, le cachet, 7B, étaient là. Un trait qui ressemblait à Génigne. Et un vieux numéro de téléphone déconnecté, plus un sigle d'agence. Mon cœur battait comme si quelqu'un frappait à ma porte à minuit. J'ai cherché l'agence, New Horizon, Cleveland, aujourd'hui sous un autre nom. Le bâtiment était devenu un centre communautaire pour mères célibataires. J'ai quand même appelé, une bénévole, Lorraine, m'a dit qu'ils reçoivent parfois des cartons d'archives. Elle a proposé de fouiller au sous-sol, entre poussière et histoire. Donnez-moi 2 jours, dit-elle, et le monde a soupiré avec moi. Pendant l'attente, Maya m'a emmené marcher dans le parc Carrier. Des grands-mères poussaient des poussettes, des chiens riaient, des enfants lançaient des frisbees. Le monde ne semblait pas cruel, et cette douceur me faisait mal. Je pensais à une vie qu'on avait éditée sans demander mon avis. Et une question martelait, si je retrouvais ma fille, que dirais-je d'abord ? À l'aube du 3e jour, le téléphone a sonné et j'ai renversé mon verre d'eau. Lorraine parlait comme si elle ouvrait une fenêtre. J'ai trouvé une enveloppe, Maplewood, 1970, initiale E et 7B. Il est écrit, bébé-fille placement MC Alisté. Puis elle ajouta, il y a un nom d'adoption final, êtes-vous prête à l'entendre ? Je me suis assise par terre, au milieu de miettes et d'un courage improvisé. Maya posa sa main sur mon épaule et hocha la tête, comme un phare. Et dites-le, répondis-je, ma voix soudain rajeunie. Lorraine respira profondément de l'autre côté de la ligne. Elena Rose MC Alisté aujourd'hui, probablement Lena MC Alisté. Le reste de la journée, j'ai répété, Lena, comme on apprend à nager dans l'eau froide. Nous avons cherché dans les registres publics, diplômes, adresses, articles locaux. Nous avons trouvé une fleuriste à Charleston, Caroline du Sud, appelée Lena R. MC Alisté. Sa vitrine montrait des roses blanches et une pancarte, des bouquets pour des histoires d'amour. Et mon cœur a murmuré, et notre histoire, fille, aura-t-elle des fleurs ? Nous sommes partis à Charleston 2 jours plus tard, avec la lettre dans mon sac. La ville sentait le sel et le sucre brûlé, comme si le porc et les boulangeries conversaient. La boutique, Rose et Tide, avait une clochette à la porte qui chanta quand j'entrai. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux bruns mêlés d'argent sourit. « Je peux vous aider ?» Mon monde s'est agenouillé. Je m'avançai lentement, comme sur de la glace mince. « Je m'appelle Nora. »« Eleanor Whittaker, » dis-je. « Vous me connaissez peut-être sous un autre nom, mais pas par votre faute. » Je posai l'enveloppe sur le comptoir et l'encre ancienne brilla sous la lumière. « On m'a appris à te perdre, » murmurai-je, mais la lettre n'a pas appris. Lena lut la lettre du bout des lèvres, une larme jaillit sans permission. Elle me regarda comme on reconnaît une chanson jamais entendue mais déjà sue. Ses mains tremblaient quand elles touchèrent les miennes. La clochette sonna encore, une brise de rue nous enveloppa. Il manquait toujours un mot à mon histoire, dit-elle, et c'était maman. Nous avons parlé des heures, assises sur un banc en bois entre des seaux d'hortensia.
Elle raconta sa famille adoptive, des gens bien et les questions sans réponse. Je parlais de Daniel, de la maison pour jeunes filles, du deuil sans corps qu'on m'avait imposé. Chaque phrase remettait une brique à sa place. Léna me montra un collier avec une pierre bleue, j'ai toujours aimé le bleu. Maintenant je sais pourquoi. La justice arriva comme l'été dans le sud, chaude, lente, inévitable. Avec l'aide de Lorraine, de la bibliothèque et d'un avocat bénévole, nous demandâmes les dossiers scellés. Dans le paquet, la preuve des signatures forcées, la note du pasteur Caldwell, la marque de l'assistante. Date, tampon, instructions froides qui m'ôtèrent le souffle et me rendirent la voix. J'ai photographié chaque page, non par vengeance, mais pour donner un visage à la vérité. Je suis allé à Cincinnati voir le vieux pasteur, nonagénaire, dans une maison de repos silencieuse. Il me reconnut d'un regard et tenta un sourire catéchisme. Je posai la lettre et les copies devant lui, comme on pose du pain et de l'eau. On m'a dit que c'était pour votre bien, murmura-t-il, plus honteux que croyant. J'ai appuyé sur « Enregistrer », l'avenir devait comprendre le passé. Je vous ai ôté votre choix, dit-il, ses yeux nageant dans un repentir tardif. Je lui demandai une lettre de reconnaissance, un aveu public. Il signa d'une main tremblante, et le poids s'allégea sans disparaître. J'ai envoyé la lettre à la congrégation, qui publia une note d'excuse. Pas d'applaudissements, mais un silence nouveau et c'était déjà de la justice. Je suis retourné à Charleston avec les documents et une boîte de photos de ma jeunesse. Je montrai à Léna la fille que j'avais été, pantalon patte def, frange mal coupée, sourire tordu. Elle me montra son bal de promo, sa première voiture, son diplôme. Nous avons recousu le tissu qu'on avait déchiré. Et, dans un coin de la boutique, entre marguerites, nous avons ri, mère et fille réunies au milieu de la vie. Les coupables avaient des conséquences, mais je ne voulais pas les voir ruinés. Je voulais que l'erreur soit dite à voix haute, pour que d'autres Nora ne soient pas réduites au silence. Lorraine organisa une rencontre dans le centre communautaire, avec des femmes de ma génération. Nous avons raconté nos histoires, ouvert nos cicatrices, nommé ce qu'on nous avait volé. Chaque témoignage sonnait comme une cloche et cette fois, toute la ville entendait. Léna m'invita à rester quelques jours dans sa maison blanche près de l'eau. Le soir, elle allumait des bougies et j'évoquais Jacques, son amour des westerns. Elle apporta un album vide et écrivit dessus, « Commencement ». Nous collâmes la première photo, nous deux, échevelés, les yeux riants avant la bouche. En fermant l'album, j'ai compris que la justice, c'est aussi réécrire ensemble. Quelques mois plus tard, je suis retourné à Dayton, au cimetière de ma mère. J'ai apporté des fleurs simples, comme elle les aimait le dimanche matin. Je n'ai pas demandé au vent de pardonner pour moi, j'ai trouvé mes propres mots. Et tu m'as aimé comme tu as pu, et cela nous a fait mal, murmurai-je. J'ai laissé la lettre dans le coffre du grenier, mais comme mémoire, non comme secret. À Asheville, la vie reprit ses rituels de pain de maïs et de tisane. Maya me surnomma Nora l'intrépide, et cela me faisait sourire. Je me rendis régulièrement au centre communautaire écouter des femmes de 70 ans avec des questions. Je leur montrais comment demander des dossiers, à qui téléphoner, ou écrire. Et je disais, parfois, le courage porte un peignoir et des pantoufles, mais soulève quand même une maison entière. Léna et moi avons créé un rituel, appel le mardi, lettre le vendredi. Elle m'envoie des photos de ses bouquets, je parle de mes plantes noyées d'eau. Nous parlons politique, dessert, vieux films résistants au temps. Nous planifions une fête des mères que nous n'avions jamais eue. Le temps ne rend pas ce qu'il prend, mais il apprend à danser avec ce qu'il reste. Un dimanche, Daniel Hart m'écrivit un email bref, retrouvé par Lorraine. Il avait appris notre histoire par le bulletin de l'église et voulait demander pardon. « Si j'étais resté, je vous aurais protégé, dit-il, et je lus en silence. Je répondis par un merci sans épines, comme on allume une bougie qu'on laisse brûler. Certaines douleurs n'ont pas besoin de témoins pour partir, juste d'une porte ouverte. J'ai accroché dans le couloir un cadre avec 2 images, la lettre et notre première photo. Je les regarde comme on vérifie que le monde est encore à sa place. Non pour rappeler le mal, mais pour honorer le bien qui a fini par vaincre. Quand des visiteurs demandent, je raconte l'histoire comme on partage du pain chaud.
Et chaque fois que je dis « ma fille », le couloir respire mieux. J'ai écrit une lettre à la Nora de 1969. Tu es plus forte que les tampons, lui dis-je. Tu n'es pas un dossier, tu es une chanson interrompue qui revient au refrain. Quand on te dira que tu n'as pas de choix, cherche les fenêtres. Et si on cache la vérité, souviens-toi, les lettres voyagent lentement, mais trouvent la bonne maison. La paix que je ressens n'est pas celle de l'oubli, c'est celle de l'intégration. Je pleure encore parfois, quand un bébé rit au supermarché ou quand je vois une mère fatiguée à la poste. Mais mes larmes sont désormais un fleuve qui sait où il va. Il passe par moi, abreuve mes racines, puis s'en va. J'ai appris à être la terre de ma propre histoire. J'avais 70 ans quand j'ai trouvé la lettre qui a bouleversé ma vie. Je rangeais le grenier de ma maison à Asheville, en Caroline du Nord, après un long hiver. Un coffre en cèdre, hérité de ma mère, sentait encore le bois ancien et la lavande oubliée. Tout au fond, une enveloppe jaunie, avec mon nom écrit à l'encre, Eleanor Whittaker. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes et la première phrase m'a transpercée, « Votre fille n'est pas morte. » Je suis Eleanor, mais presque tout le monde m'appelle Nora depuis mes 18 ans. J'ai grandi à Dayton, dans l'Ohio, dans cette Amérique de 1969 qui sentait l'essence et les promesses. J'avais un petit ami aux yeux doux, Daniel Hart, et une guitare que je jouais dans les caves de l'université. Je suis tombée enceinte en septembre, quand les feuilles devenaient cuivre et que la ville bruissait de rumeurs. Ma mère m'a envoyée dans une « maison pour jeunes filles », et le monde s'est rétréci à une chambre aux fenêtres hautes. Là-bas, le silence avait des règles et des horaires, et l'avenir se réduisait à des formulaires tamponnés. On me répétait que c'était, pour mon bien, que je pourrais avancer sans tâche. Je priais chaque nuit, la main sur mon ventre, imaginant un berceau près du mien. Le jour venu, on m'a dit que le bébé n'avait pas pleuré, que Dieu l'avait repris. J'ai signé des papiers que je ne pouvais pas lire, aveuglé par les larmes et la peur. Je suis rentré chez moi avec un vide que personne n'a voulu nommer. Les gens affichaient des sourires polis et n'ont jamais mentionné le sujet. Daniel a été appelé sous les drapeaux et est parti, j'ai cessé de répondre à l'appel de la musique et de la foi. Des années plus tard, j'ai épousé Jacques, un homme bon, et j'ai appris à cuisiner pour occuper mon esprit. Mais le son d'un cri que je n'ai jamais entendu a hanté mes décennies comme un fantôme. La lettre était signée « E. Génigne, infirmière ». Le cachet indiquait « Providence, RI, 1971 », comme si le passé avait essayé de me rejoindre et avait échoué. Le texte était direct, comme un pardon demandé trop tard. Je n'ai pas pu me taire en voyant ce qu'on vous a fait. Votre bébé a été adopté sans votre consentement. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds fatigués. Chaque portrait de ma jeunesse semblait désormais penché, exigeant d'être redressé. Ma mère avait gardé cette lettre toute sa vie sans jamais m'en dire un mot. Ce coffre était à la fois un sanctuaire et une trahison, un autel et un crime domestique. J'ai fermé les yeux et pensé, qui serais-je devenu si on m'avait laissé choisir ? En bas de la lettre, un nom, MC Alisté. Une date, 12 juin 1970, Cleveland, Ohio. Un indice, dossier 7B Maplewood Maternity Home. C'était peu, mais suffisant pour allumer une vieille flamme d'espérance. Je savais que cette nuit-là ne finirait pas tant que je n'en saurais pas plus. J'ai attrapé le téléphone et appelé ma voisine, Maya, une professeure d'histoire de 32 ans. Elle m'apportait toujours des tartes aux pommes et parlait de ses grands-mères avec des étoiles dans les yeux. Je lui ai tout raconté, moitié sanglot, moitié courage retrouvé. Maya m'a pris la main et m'a dit, « Nous allons chercher ensemble, Nora. » Et la question que je retenais a jailli, et si elle était vivante, et proche ? J'ai glissé la lettre dans un livre à couverture bleue, Their Eyes Were Watching God. Entre ces pages, le papier ancien semblait plus jeune que moi. L'horloge a sonné minuit et la maison a craqué comme un vieux navire en mer. J'ai pensé à Daniel, à la guitare, à la musique interrompue. J'ai pensé à ma mère, et à ce que la culpabilité fait à ceux qui aiment mal. Par la fenêtre, la rue calme d'Asheville brillait sous les lampadaires orangés. L'Amérique dormait, pas mon passé. J'ai fait bouillir de l'eau et préparé un thé comme on prépare un rituel. J'ai respiré profondément et murmuré le mot que je venais de retrouver. Fille. Le mot brûlait, mais allumait une promesse que je n'allais plus trahir.
Le lendemain, Maya est venue avec son ordinateur portable, un cahier et un stylo violet. Le soleil traversait la cuisine, dessinant des lignes chaudes sur le plancher en bois. L'odeur du café fraîchement filtré et du pain de maïs m'a ramené à moi-même. Nous avons cherché Maplewood Maternity Home Cleveland 1970 et une liste glaciale est apparue. Des adoptions fermées, des identités effacées, des dossiers manquants, j'ai frissonné. Je suis allé à la bibliothèque publique, la même où Jacques et moi empruntions des polars le samedi. La bibliothécaire, Claire, a vu mon tremblement avant même que je parle. Elle nous a conduites au secteur des microfilms et archives historiques. Le bruit de la machine roulante sonnait comme une horloge à l'envers. Je lisais des noms, et chacun semblait frôler ma peau. L'après-midi, nous avons trouvé un article ancien sur une « maison pour jeunes filles » dans l'Ohio. On y parlait de pasteurs, d'assistantes sociales, d'avocats retraités. Les années 60 et 70 dessinées comme une carte du silence. Dans un coin de page, un numéro de boîte pour les archives d'État. J'ai noté au stylo violet, boîte 7BSA. Nous avons commencé à appeler des bureaux qui n'ouvraient que de 10h à 14h. Une certaine Denise, des archives d'État, essayait d'être aimable dans sa routine pressée. Je ne promets rien, madame, mais il existe des fiches avec des codes similaires. Elle a demandé des formulaires, des signatures, des preuves rongées par le temps. J'ai tout noté soigneusement, comme une prière copiée. Le soir, je me suis assise sur le porche, laissant la brise des Blue Ridge me caresser. L'odeur de pain et de terre humide murmurait ce que j'avais besoin d'entendre. Tu as tenu 55 ans, tiens encore un peu. J'ai fermé les yeux et répété, MC Alisté, jusqu'à ce que ce nom se fonde dans ma bouche. De l'autre côté du silence, quelque chose bougeait, comme des pas dans un couloir. 2 jours plus tard, Denise a envoyé un email avec une pièce jointe. Un registre pâle, couvert de caviardage, mais la date, le lieu, le cachet, 7B, étaient là. Un trait qui ressemblait à Génigne. Et un vieux numéro de téléphone déconnecté, plus un sigle d'agence. Mon cœur battait comme si quelqu'un frappait à ma porte à minuit. J'ai cherché l'agence, New Horizon, Cleveland, aujourd'hui sous un autre nom. Le bâtiment était devenu un centre communautaire pour mères célibataires. J'ai quand même appelé, une bénévole, Lorraine, m'a dit qu'ils reçoivent parfois des cartons d'archives. Elle a proposé de fouiller au sous-sol, entre poussière et histoire. Donnez-moi 2 jours, dit-elle, et le monde a soupiré avec moi. Pendant l'attente, Maya m'a emmené marcher dans le parc Carrier. Des grands-mères poussaient des poussettes, des chiens riaient, des enfants lançaient des frisbees. Le monde ne semblait pas cruel, et cette douceur me faisait mal. Je pensais à une vie qu'on avait éditée sans demander mon avis. Et une question martelait, si je retrouvais ma fille, que dirais-je d'abord ? À l'aube du 3e jour, le téléphone a sonné et j'ai renversé mon verre d'eau. Lorraine parlait comme si elle ouvrait une fenêtre. J'ai trouvé une enveloppe, Maplewood, 1970, initiale E et 7B. Il est écrit, bébé-fille placement MC Alisté. Puis elle ajouta, il y a un nom d'adoption final, êtes-vous prête à l'entendre ? Je me suis assise par terre, au milieu de miettes et d'un courage improvisé. Maya posa sa main sur mon épaule et hocha la tête, comme un phare. Et dites-le, répondis-je, ma voix soudain rajeunie. Lorraine respira profondément de l'autre côté de la ligne. Elena Rose MC Alisté aujourd'hui, probablement Lena MC Alisté. Le reste de la journée, j'ai répété, Lena, comme on apprend à nager dans l'eau froide. Nous avons cherché dans les registres publics, diplômes, adresses, articles locaux. Nous avons trouvé une fleuriste à Charleston, en Caroline du Sud, appelée Lena R. MC Alisté. Sa vitrine montrait des roses blanches et une pancarte, des bouquets pour des histoires d'amour. Et mon cœur a murmuré, et notre histoire, ma fille, aura-t-elle des fleurs ? Nous sommes partis à Charleston 2 jours plus tard, avec la lettre dans mon sac et la peur dans la boîte à gants. La ville sentait le sel et le sucre brûlé, comme si le porc et les boulangeries conversaient. La boutique, Rose et Tide, avait une clochette à la porte qui chanta quand j'entrai. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux bruns mêlés d'argent sourit. « Je peux vous aider ?» Mais mon monde s'est agenouillé.
Je m'avançai lentement, comme sur de la glace mince. Je m'appelle Nora. Eleanor Whittaker, dis-je. Vous me connaissez peut-être sous un autre nom, mais pas par votre faute. Je posai l'enveloppe sur le comptoir et l'encre ancienne brilla sous la lumière. On m'a appris à te perdre, murmurai-je, mais la lettre ne l'a pas appris. Léna lut la lettre du bout des lèvres, une larme jaillit sans permission. Elle me regarda comme on reconnaît une chanson jamais entendue mais déjà sue. Ses mains tremblaient quand elles touchèrent les miennes. La clochette sonna encore, une brise de rue nous enveloppa. Il manquait toujours un mot à mon histoire, dit-elle, et c'était maman. Nous avons parlé des heures, assises sur un banc en bois entre des seaux d'hortensia. Elle raconta sa famille adoptive, des gens bien et les questions sans réponse. Je parlais de Daniel, de la maison pour jeunes filles, du deuil sans corps qu'on m'avait imposé. Chaque phrase remettait une brique à sa place. Léna me montra un collier avec une pierre bleue, j'ai toujours aimé le bleu. Maintenant je sais pourquoi. La justice arriva comme l'été dans le sud, chaude, lente, inévitable. Avec l'aide de Lorraine, de la bibliothèque et d'un avocat bénévole, nous demandâmes les dossiers scellés. Dans le paquet, la preuve des signatures forcées, la note du pasteur Caldwell, la marque de l'assistante. Des dates, des tampons, des instructions froides qui m'ôtèrent le souffle et me rendirent la voix. Je photographiai chaque page, non par vengeance, mais pour donner un visage à la vérité. Je suis allé à Cincinnati voir le vieux pasteur, nonagénaire, dans une maison de repos silencieuse. Il me reconnut d'un regard et tenta un sourire de catéchisme. Je posai la lettre et les copies devant lui, comme on pose du pain et de l'eau. On m'a dit que c'était pour votre bien, murmura-t-il, plus honteux que croyant. J'ai appuyé sur « Enregistrer », l'avenir devait comprendre le passé. Je vous ai ôté votre choix, dit-il, ses yeux nageant dans un repentir tardif. Je lui demandai une lettre de reconnaissance, un aveu public. Il signa d'une main tremblante, et le poids s'allégea sans disparaître. J'ai envoyé la lettre à la congrégation, qui publia une note d'excuse. Pas d'applaudissements, mais un silence nouveau et c'était déjà de la justice. Je suis retourné à Charleston avec les documents et une boîte de photos de ma jeunesse. Je montrai à Léna la fille que j'avais été, pantalon patte def, frange mal coupée, sourire tordu. Elle me montra son bal de promo, sa première voiture, son diplôme. Nous avons recousu le tissu qu'on avait déchiré. Et, dans un coin de la boutique, entre marguerites, nous avons ri, mère et fille réunies au milieu de la vie. Les fautifs furent des conséquences, mais je ne voulais pas les voir ruinées. Je voulais que l'erreur soit dite à voix haute, pour que d'autres Nora ne soient pas réduites au silence. Lorraine organisa une rencontre au centre communautaire, avec des femmes de ma génération. Nous avons raconté nos histoires, ouvert nos cicatrices, nommé ce qu'on nous avait volé. Chaque témoignage sonnait comme une cloche et cette fois, toute la ville entendait. Léna m'invita à rester quelques jours dans sa maison blanche près de l'eau. Le soir, elle allumait des bougies et j'évoquais Jacques, son amour des westerns. Elle apporta un album vide et écrivit dessus, « Commencement ». Nous collâmes la première photo, nous deux, échevelés, les yeux riants avant la bouche. En fermant l'album, j'ai compris que la justice, c'est aussi réécrire ensemble. Quelques mois plus tard, je suis retourné à Dayton, au cimetière de ma mère. J'ai apporté des fleurs simples, comme elle les aimait le dimanche matin. Je n'ai pas demandé au vent de pardonner pour moi, j'ai trouvé mes propres mots. « Tu m'as aimé comme tu as su, et cela nous a fait mal », murmurai-je. J'ai laissé la lettre dans le coffre du grenier, mais comme mémoire, non comme secret. À Asheville, la vie reprit ses rituels de pain de maïs et de tisane. Maya me surnomma « Nora l'intrépide », et cela me faisait sourire. Je me rendis régulièrement au centre communautaire écouter des femmes de 70 ans avec des questions. Je leur montrais comment demander des dossiers, à qui téléphoner, ou écrire. Et je disais, parfois, le courage porte un peignoir et des pantoufles, mais soulève quand même une maison entière. Léna et moi avons créé un rituel, appel le mardi, lettre le vendredi. Elle m'envoie des photos de ses bouquets, je parle de mes plantes noyées d'eau. Nous parlons politique, dessert, vieux films résistants au temps. Nous planifions une fête des mères que nous n'avions jamais eue. Le temps ne rend pas ce qu'il prend,
mais il apprend à danser avec ce qu'il reste. Un dimanche, Daniel Hart m'écrivit un email bref, retrouvé par Lorraine. Il avait appris notre histoire par le bulletin de l'église et voulait demander pardon. Si j'étais resté, je vous aurais protégé, écrivit-il, et je lus en silence. Je répondis par un merci sans épines, comme on allume une bougie qu'on laisse brûler. Certaines douleurs n'ont pas besoin de témoins pour partir, juste d'une porte ouverte. J'ai accroché dans le couloir un cadre avec 2 images, la lettre et notre première photo. Je les regarde comme on vérifie que le monde est encore à sa place. Non pour rappeler le mal, mais pour honorer le bien qui a fini par vaincre. Quand des visiteurs demandent, je raconte l'histoire comme on partage du pain chaud. Et chaque fois que je dis « ma fille », le couloir respire mieux. J'ai écrit une lettre à la Nora de 1969. « Tu es plus forte que les tampons », lui dis-je. « Tu n'es pas un dossier, tu es une chanson interrompue qui revient au refrain. Quand on te dira que tu n'as pas de choix, cherche les fenêtres. Et si on cache la vérité, souviens-toi, les lettres voyagent lentement, mais trouvent la bonne maison. La paix que je ressens n'est pas celle de l'oubli, c'est celle de l'intégration. Je pleure encore parfois, quand un bébé rit au supermarché ou quand je vois une mère fatiguée à la poste. Mais mes larmes sont désormais un fleuve qui sait où il va. Il passe par moi, abreuve mes racines, puis s'en va. J'ai appris à être la terre de ma propre histoire. Si je pouvais tout résumer en une phrase pour vous qui m'écoutez, je dirais ceci. N'acceptez pas que l'on tamponne votre destin sans votre consentement. L'Amérique que j'ai connue a voulu m'enseigner que le silence était une vertu. J'ai appris, à 70 ans et grâce à une lettre, que le silence n'est vertu que lorsqu'on le choisit. Et moi, j'ai choisi de parler pour moi et pour celles qui n'ont pas encore trouvé leur lettre. Aujourd'hui, quand la clochette de « Rose et Tide » teinte, je sais déjà que c'est Léna. Elle entre les bras chargés de fleurs et la maison se remplit de couleurs. Nous préparons du thé, et le passé s'assoit au bout de la table, bien sage. Il ne commande plus, parfois il sourit et demande la permission de s'en aller. Je fais un signe, et la vie répond, enfin, nous sommes chez nous. J'ai rangé la lettre de Génine dans le même livre à couverture bleue. Parfois, je la relis pour me rappeler que le courage s'écrit aussi sur du papier fin. Je pense à cette infirmière qui n'a pas pu porter le silence toute seule. Elle nous a tendu un pont, et nous l'avons traversé. Il arrive que l'avenir arrive avec un vieux timbre B, quand on l'ouvre, la jeunesse revient avec son vrai nom.